cafétéria de la PSIB en ce lundi 9 janvier 2023. Et d'abord, bonne année et bonne santé à tout le monde de la part de l'équipe de la Web Radio. Gaëtan, Myriam, Orlan, Alexandre, Philippe, Jérôme, Caroline et Thierry vous souhaitent une bonne année. Et pour commencer cette année 2023, je ne sais plus très bien, c'est l'émission Déo Débat, voilà, c'est ça, aujourd'hui. Et c'est mieux. Et l'émission Déo Débat aura pour sujet les psychoses. Alors, on a invité Monsieur Bosetti, psychologue sur le 7e secteur de psychiatrie d'Abbeville. Monsieur Altobelli, psychiatre sur le 6e secteur de psychiatrie d'Abbeville. Orlan, psychologue. Ah bah non, pas Orlan. Orlan, comment et Valérie. Et Valérie, infirmière sur le 6e secteur d'Abbeville. Et ils vont répondre à toutes nos questions portant sur les psychoses. Vaste sujet. Et pour la première question, on va passer la parole à Gaëtan. Bonjour, on m'appelle Gaëtan de Web Radio Ouf Radio. Que signifie psychose? Alors, tout le monde, c'est vaste question, donc... Est-ce que tu as des idées? Comme tu le dis, effectivement, c'est vraiment un vaste sujet. J'ai des idées, je ne sais pas comment les prendre. Je vais proposer plusieurs axes simplement assez rapidement pour parler de la question de la psychose. D'abord, la psychose comme maladie qui se trouve être définie par la psychopathologie et la psychiatrie, qui dans le développement de son histoire a proposé des classifications, des descriptions de ce trouble, de ces troubles. Dans ce champ-là, on peut dire que la notion de la psychose tend à devenir les psychoses, puisqu'on en a des formes qui sont quand même très différentes. Alors on va peut-être pas reprendre... Il y a une question sur l'histoire, on reverra ça peut-être par la suite. Ça c'est le premier aspect. C'est pas pour autant le premier aspect. Enfin, en tout cas, dans l'émergence de l'approche de ce phénomène, je pense que ce n'est pas nécessairement la première approche. Mais enfin, en attendant, on a cette définition qu'on peut qualifier de médicale ou psychopathologie. Deuxième aspect, un autre aspect qui renvoie plus à une considération, je dirais, plus générale sur le phénomène de psychose, non plus comme pathologie, mais comme élément de structure. On parle de structure. On parle, on va dire, tout simplement de mode d'être au monde, de mode d'être à soi, de mode d'être avec les autres. Et à partir de ce moment-là, cette notion de psychose ne se réduit plus à une notion de maladie, mais elle participe d'un processus qui vient interroger fondamentalement une dimension qu'on peut qualifier d'anthropologique au sens général du terme, qui viendra nous éclairer sur des questions qui concernent le langage, la culture, l'histoire, la civilisation, la politique, l'art et la mythologie. Moi, je pense que ça, c'est un aspect aussi très important. Donc, ce deuxième aspect. Et enfin, peut-être, oui, alors, il est aussi tout aussi important, c'est un troisième aspect. C'est la question du sujet qui se trouve affecté par cette notion de maladie mentale. Et en aucune façon, ce sujet, cette personne, ne se réduit au concept qu'on peut donner, aux définitions générales qu'on peut donner sur cette notion de psychose, qu'on se réfère au premier plan que j'évoquais ou au deuxième plan. L'être dans sa souffrance ou dans sa façon d'être ne peut en aucune façon être réduit à des concepts. On a besoin de ces concepts pour travailler. On a besoin, à mon sens, quand on est travailleur dans le champ du soin, dans le champ de la santé mentale, je pense qu'il est indispensable qu'on ait en quelque sorte ces trois repères à considérer, mais notamment ce dernier aspect que j'évoque, qui est tout à fait important et qui est celui tout simplement de la personne en tant que telle, indépendamment du trouble qui l'habite ou qui l'affecte. Voilà, je propose ça. Alors, deuxième question, c'est Caroline qui Oui, c'est aussi une pathologie. Et quelle est l'histoire de cette pathologie? Alors, l'idée que ce soit une maladie,
c'est pas complètement évident. C'est plutôt au départ un groupe de maladies plutôt qu'une maladie, hein, dans le sens de ce que tu disais d'une façon d'être au monde. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont décrits par des psychistes comme porteurs souffrant d'une psychose, comme étant ou ayant une psychose, et qui sont pas malades, qui sont pas suivis en psychiatrie. Ça, c'est important à avoir en tête. Mais donc, c'est un groupe de maladies. Alors, il me semble que historiquement, ça arrive avec Kraepelin. Kraepelin, fin 19e, qui oppose les psychoses avec la psyché à la névrose avec les nerfs. Il y a des gens qui disent qu'ils sont malades des nerfs. Bah, ça s'appelait les névroses. Et c'est comme ça qu'il y avait plein de névroses, hein, dont il y avait notamment la syphilis tertiaire, qui était considérée comme une névrose. Et là-dedans, il y avait la névrose hystérique, qui était très importante à la fin du 19e siècle. Et au moment où Kraepelin a créé toute une classification qui n'a pas bougé, hein, en fait, la classification actuelle des psychoses, c'est exactement la même que celle que Kraepelin a décrite fin 19e, à savoir psychose schizophrénique, psychose paranoïaque, psychose maniaco-dépressive et paraphrénie. On est toujours dans les mêmes psychoses chroniques en tout cas. Donc c'est un groupe de maladies qui au départ, au moment de cette description-là, est supposé être des maladies du psychisme, de la psyché. Donc de la psyché, on va dire l'âme. Psyché, c'est l'âme en grec. Et est-ce qu'on peut dire que l'âme est séparée du corps dans le cas de la psychose? Ah non. Non, pas plus que dans la névrose, pas plus que dans les problématiques narcissiques. Enfin, en tout cas, c'est une opinion, hein, parce qu'après la division corps-esprit qui a aidé à penser des choses en philosophie avec Descartes, c'est une division qui a eu une portée heuristique, qui a eu des effets sur la pensée occidentale, des effets positifs et puis des effets négatifs de s'imaginer cette séparation. Mais de fait, il y a quand même ce détachement. Les psychoses, c'est vraiment typiquement les maladies qui naissent dans les asiles au 19e siècle et qui se séparent d'autres maladies, parce que les asiles ont une toute autre histoire, hein, avant de devenir le lieu de soins des psychotiques. On peut dire que c'est des troubles du comportement, quelque part. C'est l'esprit qui n'est pas adapté à un comportement... Non. Non, parce qu'il y a plein de gens qui souffrent de psychose et qui ont des comportements beaucoup plus sympathiques que d'autres qui ne souffrent pas de ces troubles-là. Je voulais juste apporter peut-être un petit complément sur la question de l'histoire. Avant un discours médical, il y a un certain discours qui règne sur la question de la folie. On a ça décrit par Michel Foucault dans l'histoire de la folie à l'âge classique, où la question qui est posée, c'est celle du traitement de la question de la psychose. Alors, en tant que telle, elle n'est pas repérée comme psychose, mais ce qui est important d'indiquer, c'est que, à mon sens quand même, c'est qu'avant qu'on ait un discours qui renvoie à la question des Lumières, avant Pinel, avant la Révolution française, on a l'idée que la psychose renvoie à une idée de possession. Le sujet est possédé par l'autre. Avec une grande barbe, des cornes, qu'importe, hein, mais on a l'idée d'une possession démoniaque, etc. On aura ensuite, avec les aliénistes, parce qu'avant qu'on ait des psychiatres, on parlait d'aliénistes, les médecins étaient appelés aliénistes, on aura l'idée d'aliénation mentale. L'aliénation mentale, c'est l'idée que le sujet est dépossédé de sa pensée, est dépossédé de son libre arbitre. Il est dépossédé d'une pensée qui pourrait se déployer dans la rigueur. Et ça a à voir aussi avec la pensée. C'est pour ça que c'est compliqué, cette question de psycho. C'est en interférence avec à un moment donné, d'une époque, avec toute une série de discours religieux, moral, scientifiques, philosophiques. Par exemple, la pensée de Descartes va être déterminante, comme tu l'as évoqué, au sens où elle va définir le sujet. Le sujet, en tant que tel, c'est un sujet qui pense. Je pense, donc je suis. Du même coup, la question de la déraison est renvoyée à la question de l'aliénation. Freud va prendre le contre-pied de tout ça, d'une certaine façon, bien sûr, hein, en s'appuyant malgré tout sur Descartes. Tout ça s'articule, bien sûr. Hein, mais on a l'idée qu'il y a une aliénation dans cette dimension de la psychose qui va être très dominante, finalement, toute la période du 19e siècle, avec une ouverture importante avec Freud,
qui va ouvrir sur une nouvelle perspective. Et avec cette idée qui va être plus comment dire, radicalement marquée par un penseur comme Jacques Lacan, qui va questionner cette question de l'aliénation et mettre en lien, au contraire, la question de la psychose. D'abord, du côté d'une possibilité de rigueur, de pensée. Il y a des psychotiques qui développent leur pensée dans la rigueur, mais aussi au sens où il y aurait un lien intime entre la question de la folie, de la psychose et de la liberté. Hein, c'est en 1946, par exemple, je reprends la formule, mais et l'être de l'homme ne serait pas l'être de l'homme s'il ne portait pas en lui la folie comme limite de sa propre liberté. Lacan pose ça en 1946 pour remettre en question certains a priori qu'on peut avoir sur la question de la psychose et comment on peut avoir une vision très réductrice. Parce que ce champ clinique, très vaste, en fait, nous démontre comment, dans certaines formes, dans certains moments de maladie, le sujet peut être complètement sous l'emprise d'une force extérieure. On appelle ça automatisme mental, syndrome d'influence, comme on voudra. Des sujets qui se trouvent complètement en prise à des voix, à des forces extérieures qui leur imposent des actes, des pensées. Et à d'autres moments, des sujets qui s'avèrent désarrimés de toute contrainte. Peuvent voyager dans le temps, dans l'espace, peuvent se donner une nouvelle identité, etc. Donner un sens au monde, créer leur mythologie. Leur mythologie qui donne un sens au monde, à l'origine, à la fin. Finalement, on leur permet d'entrer dans quelque chose qu'on pourrait appeler l'existence. Exister au sens de « j'arrive au monde et ma vie a une finitude ». Dans cet intervalle-là, j'existe. Le sujet construit quelque chose, et on le retrouvera notamment dans ces formes cliniques que Kraepelin avait effectivement définies, par exemple, la paraphrénie. Hein? Voilà. Merci. Et quelles sont les causes de cette maladie? Est-ce héréditaire? Bon, on ne sait pas. Ah, la question est encore posée. On ne sait pas, mais justement, enfin, la distinction que j'évoquais pour la naissance du mot, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à ce mot-là avec la question de névrose-psychose, fait qu'au tout début, en tout cas, on supposait que les névroses, c'était les nerfs, et les psychoses, c'était autre chose. J'ai pas en tête ce qu'en pensait exactement Kraepelin, au moment qui est celui qui a le plus clairement fait cette distinction dans le champ de la psychiatrie. Et il le fait dans un sens où... à ma connaissance, il met pas une définition très très claire. Il parle de contact vital avec la réalité. Parce que psyché, ça veut dire la pensée. L'âme plutôt. L'âme. Ouais. Donc s'il y a un rapport avec l'âme, quelque part, non? Par rapport à la névrose, à nos nerfs. C'est dans l'idée au début du 19e siècle, mais le problème c'est que depuis on a démontré que l'hystérie était a priori peu liée à des problématiques neurologiques à parler, et que au sein des psychoses, il y en a certaines dont on est sûr qu'il y a un lien avec une génétique, avec certaines choses qui peuvent être observables au niveau de l'imagerie. Du coup, cette division kraeplinienne de laquelle on hérite donne une grande division qui a été complètement transformée par l'histoire de la psychiatrie, qui a vécu son sommet avec le structuralisme au XXe siècle, qui a complètement redéfini ces deux mots, névrose et psychose. Aujourd'hui, on ne parle plus de névrose que pour l'hystérie toujours, et par dérivé avec celui qui a beaucoup utilisé l'hystérie, Freud déjà cité, qui lui a inventé la névrose obsessionnelle, et à la limite pour la névrose phobique. Mais la névrose phobique, ce qu'on observe, c'est que c'est un peu limite. Donc en gros, c'est les deux grandes névroses qu'a énormément parcouru Freud, et où il a entièrement redéfini ce mot-là. Le mot psychose est quasiment défini en miroir du mot psychose. Et sur la cause de la psychose, les psys peuvent en causer, mais ils ne sont pas forcément très alertes, très, très nets dans le fait de pouvoir donner une réponse claire à c'est quoi la cause. Peut-on sortir de ces maladies ? Faudrait-il encore que ce soit une maladie ?
plutôt que c'est une pathologie plutôt qu'une maladie? Alors, moi je dis, faudrait-il encore que ce soit une maladie, parce que c'est vrai que tel que l'a défini Kraepelin, on a affaire à des entités nosographiques qui sont, elles, des maladies. Sauf que le problème, c'est que le mot a été complètement transformé par la psychanalyse. Alors, je le dis comme problème, tu le soulignais comme précision, et où effectivement, on voit bien à quel point le XXe siècle a permis de préciser, de donner un tout autre sens à ce mot-là, qui fait que, en tout cas, tel qu'il est employé par, en tout cas, les gens ici, les soignants abbvillois, le mot psychose veut pas du tout forcément dire maladie. Et c'est quelque chose avec lequel on avance, c'est quelque chose où on est assez nombreux à penser qu'on peut avoir des bouts de ça, et puis avoir d'autres modes de fonctionnement que le mode de fonctionnement psychotique, que ça peut s'entremêler. À titre personnel, je pense que ce qui est assez sain, c'est de réussir à aller goûter, à aller chercher d'autres façons d'être, un peu plus multiples, à pas rester trop enfermé dans une seule. Et en ça, pour moi, je fais ce travail parce que j'imagine qu'on peut bouger les lignes. Mais ça, c'est extrêmement discuté, hein. Oui, je rejoins complètement Adrien dans cette idée que, effectivement, d'abord cette notion de maladie que tu questionnes par rapport à la question de la psychose. Mais moi, moins prudemment, je vais même dire, bien sûr qu'on peut s'en sortir. À la condition de se dire qu'il n'y a pas de guérison. Pas plus pour un sujet psychotique que pour un sujet névrosé. La guérison, il n'y en a pas. Par contre, la possibilité de trouver un certain équilibre, de pouvoir compenser certaines difficultés dans son existence, c'est de l'ordre du possible. Et ce vers quoi on avance les uns et les autres, chacun avec ses difficultés propres, dans notre existence. Donc la question, elle est plus celle de trouver à un moment donné les conditions d'un certain équilibre au regard de ses ressources, de ses potentialités, de ses faiblesses, etc. Voilà, moi c'est comme ça que je dirais les choses, et que du coup, tout le monde, bien sûr, peut avancer, à condition de se déprendre un peu de l'idée, à mon avis, de l'idée un peu naïve d'une guérison, qui renverrait à quoi ? Je ne sais pas, on est ce qu'on est, avec nos caractéristiques, notre structure, notre fonctionnement, et tout cela, évidemment, c'est des choses qui peuvent rester en soi, mais la question va être ensuite de trouver les modalités, de trouver un certain équilibre. Sans parler, sans vouloir prolonger, mais sans parler du fait aussi qu'on a aussi l'idée que même dans le symptôme, même quand quelqu'un commence à nous dire je déraille, je vais pas bien, lorsqu'il commence à témoigner de quelque chose de l'ordre d'une tentative d'élaboration, y compris par son délire, par ses symptômes, il y a quelque chose qui se déploie et qui cherche une solution. Ça, c'est un point important, qu'on doit aussi à Freud d'ailleurs, mais c'est un point tout à fait important et dans la clinique tout à fait pertinent. On voit bien que moins nos patients, dans certaines situations, sont en situation de témoigner de quelque chose, plus ils vont mal, plus ils se renferment sur eux. Peut-être, parce que tu dis quelque chose de fort là quand tu dis il n'y a pas de guérison. Peut-être que depuis le début, c'est vrai qu'on a pu avoir tendance là à répondre du côté de psychose en tant que psychose chronique. Et où, c'est-à-dire penser justement la question là de manière très structurale, de la question de l'être, une forme d'essence du sujet, là où ce qui apparaît à tout un chacun comme étant les psychoses, c'est surtout les psychoses aiguës, c'est-à-dire ce qu'on appelle les décompensations aiguës de psychose chronique, ou alors des psychoses aiguës tout court. Et où ça, par définition, aigu, ça veut dire que c'est un début et une fin. Et c'est-à-dire que ce qui apparaît comme... mais que nous, on appelle souvent décompensation psychotique, parce que là, le problème, c'est qu'on est... On peut vite tomber dans des malentendus. C'est pour ça que je reprenais cette question de la guérison, parce que, effectivement, guérir de quoi ? Guérir de quoi, alors qu'on est en train de poser les mots comme quoi... nous, on n'emploie pas ce mot-là en tant que maladie. Ou de la schizophrénie, qui est la maladie de la psychose, non ? C'est une maladie de la psychose et... Et peut-on en guérir de la schizophrénie ? Ça s'observe, des gens qui sortent de la schizophrénie complètement. D'accord, et c'est grâce à quels moyens ?
C'est tout un cheminement existentiel, de réussir à penser certaines choses, réussir à réparer certaines failles, D'accord. aidé par des rencontres, aidé par des choses qui se mettent à tenir. D'accord. On se rééquilibre, on trouve d'autres moyens de faire avec la réalité, avec sa vie, avec Et ses la bipolarité, traumatismes. c'est un effet aussi de la psychose? Enfin, c'est une maladie de la psychose? Alors, dans la classification de Kraepelin, la psychose maniaco-dépressive, qui est devenue, dans le langage courant, trouble bipolaire, c'était une des psychoses. Après, je dis c'était les grandes classifications kraepeliniennes. Aujourd'hui, dans les classifications actuelles, tout a été complètement remis dans plein d'autres sens, ce qui rend les choses assez impensables et peu unifiées. Mais le trouble bipolaire, pour ceux qui, comme nous, emploient beaucoup le mot psychose, moi, il m'a semblé rencontrer des gens qui souffraient de quelque chose qui ressemblait fort à ce qu'on appelle aujourd'hui des troubles bipolaires, qui étaient très bien traités par les traitements des troubles bipolaires et qui ne présentaient pas une structure que moi je ressentais, que moi j'observais comme étant psychotique. Donc j'aurais envie de dire que avec l'évolution, avec la place qu'a pris le mot trouble bipolaire en 2022, on peut plus tant que ça dire aujourd'hui que les troubles bipolaires sont des psychoses, même si historiquement c'est né dans ce champ-là. C'est l'aspect qui mérite le malentendu qui peut effectivement être un petit peu estompé. Enfin, on va essayer de l'estomper. C'est quand on parle effectivement de les psychoses, on a d'un côté, pour schématiser dans les classifications classiques, les psychoses chroniques qui impliquent une durée, une constance en quelque sorte dans les troubles avec des intensités plus ou moins fortes, dont la schizophrénie fait partie, et dont les autres psychoses dites non schizophréniques, non dissociatives, PHC, psychose hallucinatoire chronique, paranoïa, etc., font aussi partie. Et de l'autre côté, vous avez les tableaux aigus qui renvoient au trouble bipolaire, mais aussi à la bouffée délirante aiguë, qui elle-même peut constituer une modalité d'entrée dans une forme chronique de psychose, dans certains cas, et dans d'autres cas, disparaître, et même disparaître spontanément. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait des traitements efficaces concernant la PMD, cette psychose disparaissait dans un certain nombre de cas chez certains patients spontanément au bout de quelques semaines. Donc voilà. Mais il faut se dire qu'on a là des champs cliniques qui sont à mon sens hétérogènes. C'est-à-dire qu'on a un symptôme, mais pour autant ça ne définit pas l'ensemble du trouble en tant que tel. Donc on voit bien que les bouffées délirantes aiguës, c'est une modalité d'entrée dans une psychose chronique, dans certains cas. On voit ça chez des jeunes, notamment, ou des gens plus âgés qui vont développer un délire après qui sera plutôt d'ordre, par exemple, paranoïaque, à partir d'une bouffée délirante. Et dans d'autres cas, c'est un trouble très transitoire qui va apparaître une fois dans l'existence d'un sujet, ou parfois de façon récurrente, mais qui systématiquement va s'estomper progressivement, et le sujet apparaîtra sous un mode tout à fait normalisé, en dehors de l'épisode moment productif et délirant. Voilà. Donc vous dites qu'il y a différentes psychoses et qu'il y a aussi une évolution. Est-ce que dans notre société du XXe siècle, les psychoses ont évolué et il y a un d'autres qui sont apparues? Est-ce qu'il y a une évolution Est-ce qu'il y a d'autres psychoses qui sont apparues là au début du XXe siècle? Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres formes de psychose qui apparaissent au fil du temps. Par contre, je pense que les cliniciens, notamment dans le champ psychanalytique, travaillent au repérage de modalités de fonctionnement qui pourraient renvoyer effectivement à une dimension psychotique, sans pour autant être mise en lien direct avec les tableaux qu'on a au sens classique du terme dans la clinique. D'accord ? Des modalités, alors des symptômes à minima, des troubles discrets, mais qui pourraient renvoyer éventuellement à la question de la psychose. D'accord ? Il y a des auteurs qui ont parlé par exemple de psychose ordinaire. Donc ça, je pense que c'est lié aux travaux des cliniciens qui essayent de voir ce champ clinique d'une façon un peu plus large. L'autre aspect, c'est plus peut-être, alors la question de l'évolution, je ne sais pas si c'est très contemporain, mais je me dis quand même que du côté de la question de la psychose et la question de la société et la question même du politique, je me dis que ce qui me frappe, au travers déjà de ce qui a pu se passer dans l'histoire,
mais comment un certain type de discours délirant pouvait imprégner la société, imprégner le champ politique par un effet de contamination, et en particulier un discours plutôt paranoïaque, qui par sa logique, sa rigueur, peut susciter l'adhésion. Et on voit, en tout cas dans notre actualité, sans que les sujets soient pour autant psychotiques, adhérer tout simplement à des idées complotistes qui relèvent de quasiment d'un délire systématisé en fait. On l'a vu pour le Covid, on a vu pour le vaccin, on a vu plein de choses. On le voit encore aussi sur le plan politique avec Trump aux États-Unis, etc. La remise en cause d'un certain nombre de principes, de choses évidentes. Les élections, c'est un complot. On a volé le résultat. On a ça au Brésil. On a vu ça hier soir tardivement, une tentative de coup d'État. Et je pense que ça vaut tout aussi bien chez nous, globalement, qu'il y a dans une certaine frange politique de notre pays, en particulier par tradition, pour le dire clairement, à l'extrême droite, des idées qui sont tout simplement des idées persécutives, des idées où l'enjeu est de désigner un profiteur et un jouisseur qui serait en quelque sorte le parasite de notre société dont il faudrait se débarrasser coûte que coûte. Oui, mais il y a une stratégie tout de même, c'est assez structuré quelque part, le discours de ces différents politiciens. Bien sûr, ça suscite... Ce n'est pas des maladies. Vous pensez qu'ils provoquent des maladies? Non, ça ce que vous voulez dire je pense qu'il y a un discours qui peut être relevé de la question du délire, qui dépasse le cadre strict de la pathologie mentale. C'est-à-dire comment il peut contaminer une société, l'opinion, au travers d'une pensée très simpliste et réductrice, qui permet finalement aux gens de s'y retrouver dans une sorte de dialectique complètement délirante, déconnante, mais qui permet malgré tout de faire lien social. Regardez, je vais prendre un exemple. On voit dans certains cas des chefs de secte qui peuvent être des gens délirants. C'est pas tous des pervers narcissiques, je sais pas quoi. Ça peut être des délirants qui, autour d'eux, par leur délire, parce que leur délire sera déployé dans la logique, dans la rigueur, va donner du sens à des gens qui sont un peu en perte de sens et qui vont le suivre complètement jusqu'au bout, y compris jusqu'au suicide ou jusqu'à la mort. Oui. Or, ces gens-là ne sont pas psychotiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui traverse au-delà. Il y a une sorte de mensonge, de déni de la vérité quelque part. Ils utilisent un peu des sortes de mensonges collectifs pour... non ? Oui, on peut le penser comme ça, Mais ce qui est très important, c'est surtout tout l'argumentaire qui va permettre à ce discours d'avoir son espèce de consistance dans son apparente logique. Moi, je dis qu'il y a un endoctrinement. Comment on dit un endoctrinement par rapport aux gens qui sont carrément lobotomisés par les dires de leurs détracteurs, etc. Donc ils sont faibles. Donc voilà. Tout à fait, merci Gaëtan. Autre Peut-être, question si je peux essayer une proposition par rapport à votre question de complément, c'est de revenir sur ce que disait Franck au tout début, à savoir que ces maladies, entre guillemets, sont pas du tout des maladies naturelles, identifiables. Personne n'a observé la schizophrénie, personne n'a observé la paranoïa sous un microscope. C'est que des concepts, comme le disait Franck au tout début. Ce ne sont que des concepts, et du coup, dire ça apparaît, ça disparaît, ce qui apparaît, c'est des nouveaux concepts pour décrire, effectivement. Mais comme c'est pas des entités naturelles, je prenais l'exemple de la syphilis tertiaire. La syphilis tertiaire, c'est très clair. On a le tréponème qu'on a observé à un moment donné au microscope. À partir du moment où on l'a observé, où on a trouvé un traitement très clair, la syphilis tertiaire a complètement disparu, même si elle tend à réapparaître. Les maladies soignées en psychiatrie sont des maladies où on ne peut jamais être sûr. On n'a pas d'éléments qui permettent une objectivation au sens où les sciences expérimentales le qualifient aujourd'hui. C'est une science subjective, quelque part. Oui. Oui, il y a une question, une nouvelle question, s'il vous plaît. Quels sont les effets positifs... Attendez, il y a Muriel qui a voulu poser une question. Oui, c'était pas à ce moment-là. Bonjour. Autrement dit, on peut passer d'une psychose à l'autre et se plaire dans sa psychose.
peut-on se plaire dans sa psychose et ne pas vouloir, s'il y a une guérison, vouloir en guérir et se trouver sa psychose intéressante et la garder? C'est possible ça? Ah, c'est une question que je trouve, moi, sacrément intéressante, pertinente, de se la poser. En tout cas, pour ma part, qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? Qu'est-ce que j'aurais envie de répondre à cette question-là? Quand j'accueille un patient, avec les moyens qui sont les miens, pas les médicaments. Je suis psychologue, psychothérapeute, donc c'est pas... voilà. Ce que je prends en considération, j'essaye de prendre en considération, pas toujours facile, c'est bien sûr comment la personne en question, le patient, la patiente que je rencontre, affectée et éventuellement d'une psychose, comment elle trouve plus ou moins son équilibre avec ses symptômes. Comment il y a quelque chose pour elle de mobilisable ou pas, quelque chose qui peut se modifier, quelque chose qui pourrait peut-être ne pas se modifier. Je dis des fois, moi, le délire, c'est comme le cholestérol. Il y en a du bon et du moins bon. Alors, je pense que cette question-là, elle est cruciale. Et quand j'accueille des étudiants psychologues et qui sont amenés à rencontrer des patients, en l'occurrence, parfois des patients psychotiques qui ont une psychose, je dis toujours une chose qui est importante. La question n'est pas de savoir comment tu vas aider cette personne. Comment tu vas soigner cette personne? La première chose que tu te poses, c'est comment tu vas faire pour ne pas la déstabiliser. Ne pas être iatrogène. Au regard de ce que chaque patient peut, en quelque sorte, déployer. Et dans un premier temps, on respecte ça. On écoute, on essaye de repérer les choses, de voir comment ça tient un petit peu, c'est pas peut-être suffisamment, mais voilà, on prend la mesure des choses pour respecter éventuellement ce que vous êtes en train de nous indiquer. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais j'ai essayé. Mais je pense que oui. Je pense Merci. que je suis satisfaite. Merci. Merci. Et s'il vous plaît, quels sont les effets positifs et négatifs des traitements que vous proposez? Merci. Il y en a qui rassemblent, il y en a qui aident à mettre à distance des hallucinations, il y en a qui diminuent l'angoisse, il y en a qui tendent à limiter les fluctuations d'humeur, à diminuer l'impulsivité. Il peut y avoir aussi des effets, on parlait de la question corps-esprit, il se trouve que dans les psychoses c'est extrêmement relié et qu'il y a même un de nos maîtres qui a fait toute une théorie comme quoi les neuroleptiques, le traitement principal des psychoses, agiraient par ses effets secondaires et qu'en fait, c'est-à-dire que très bizarrement, il y a un effet secondaire le plus fréquent des neuroleptiques ressemble comme deux gouttes d'eau à l'une des formes de la schizophrénie. C'est exactement les mêmes symptômes. Et du coup, ce maître nous propose l'hypothèse qu'en fait, peut-être qu'il y a besoin de contenir le corps, comme ça, de venir serrer le corps, que ces contractures musculaires, elles font partie, elles sont une des formes, ça revient à la question précédente. C'est une des façons de s'en tirer, d'avancer avec ces symptômes, d'aller mieux. Peut-être que par moments, on voit bien qu'on peut avoir des moments où on prend des postures, où on se contracte, etc. Et sans doute que c'est une nécessité, qu'on soit psychotique, névrosé ou autre. Mais on peut se poser la question des liens, de comment est-ce que quelque chose qui passe par le corps peut agir comme ça sur le corps, par des moyens où on est là encore sûr de rien. D'accord, mais vous pensez que le fait d'avoir des entretiens avec les patients, ça permet de réduire la pathologie? Est-ce que c'est un plus? Ou est-ce que ce suffit les médicaments? Ou il est obligatoire d'avoir des entretiens? Pour prescrire un médicament, il faut avoir des entretiens et écouter correctement. Et après, il existe pour certaines personnes la possibilité de s'en sortir sans médicaments. Ça existe. Et où certaines personnes aussi peuvent avoir des périodes, parfois très longues, sans médicaments. Mais ça dépend du cas par cas. Et assez souvent, malheureusement, le fait d'arrêter ces médicaments sans l'avis de son psychiatre, ça conduit souvent à des choses pas terribles. Mais...
juste un petit élément comme ça de réflexion en écoutant Adrien et en écoutant les questions, mais bien évidemment, on ne peut pas imaginer un distributeur de comprimés avec, voilà, il y a nécessité de cet espace psychothérapique aussi avec son psychiatre, mais aussi d'évaluation fine clinique, parce que vous en avez les uns les autres un peu l'expérience, mais la question du traitement, c'est quelque chose qui s'ajuste et qui met, et j'ai envie de dire, pour chacun, quelle que soit, je dirais, un peu la forme des symptômes, finalement, il faut trouver le juste élément. Je vois la difficulté des collègues psychiatres avec qui je travaille, qui sont là et qui ajustent au fil du temps, parce qu'il y a une intolérance, parce que là, c'est pas l'effet qu'on attendait, qu'on va trouver un autre traitement, etc. Donc tout ça, ça demande du temps. Mais aussi, alors cette question de l'espace psychothérapique, c'est la confiance. Dans tous les cas, il est indispensable que se tisse une relation de confiance avec celui qui prescrit, puisque de toute façon, l'action de ce traitement sera aussi tributaire pour partie de cet effet de transfert. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut avoir confiance en son médecin, en son psychothérapeute, en son psychiatre traitant. Et concernant la psychothérapie, on disait les inconvénients, les avantages. Je dirais que d'une certaine façon, c'est toute aussi la difficulté si on fait cette offre à des patients de les accueillir dans un espace de parole et d'élaboration, c'est de prendre en compte et en considération là où ils en sont, leurs ressources, leurs potentialités, etc., et de les respecter. Et de les respecter pour avancer à son rythme. Et c'est vrai que si on veut brûler des étapes ou si on veut méconnaître trop les points de ressources ou les points de difficulté d'un patient, on peut malmener quelqu'un et le conduire à décompenser. D'accord ? Aller moins bien au final. Donc c'est là toute la précaution qu'il nous faut prendre dans le suivi, dans la proposition de prise en charge psychothérapique de patients, psychotiques ou névrosés d'ailleurs. D'accord, merci. Merci Philippe de poser votre question. Oui, bonjour Philippe. Je m'interrogeais là suite à une émission que j'ai pu voir sur Arte concernant le traitement ou la prise en charge de ce type de maladie. Et il parlait plus particulièrement des psychédéliques. Et en fait, moi je pense qu'il y avait un avantage, enfin il y a une approche qui est faite sur ce sujet, il y avait peut-être un avantage parce que ça permettrait éventuellement de se sortir du cadre de la camisole chimique par les médicaments. Il disait que ça pouvait annuler le phénomène de dépendance et du quotidien, de la prise du quotidien d'un certain nombre de médicaments. Sauf que, comme tout traitement, ça peut avoir des effets un petit peu pervers avec des suites de troubles anxieux et de panique. Mais disons que ça avait quand même un point assez positif, agissant sur à la fois la sérotonine et la dopamine. Et ce produit-là, ce dérivé de champignons, ça s'appelait la psilocybine. Donc j'aurais voulu savoir s'il y a une approche à ce sujet, si il est question d'en faire usage à plus ou moins long terme, ou est-ce que c'est juste une approche, juste une discussion de laboratoire qu'il y a dans des pays à proximité de la France. Enfin voilà ma question, si je me suis bien exprimé. Merci. Donc les psychédéliques sont utilisés depuis très longtemps en psychiatrie, mais ça a d'abord servi aux psychiatres à se représenter, à essayer de vivre ce que vivaient les patients. Puisque les psychédéliques, ça veut dire que c'est des traitements qui font délirer, qui font halluciner, qui sont donc une partie des drogues qui sont très spéciales, puisque toutes les drogues ne font pas du tout délirer. C'est une part des drogues un peu infime qui fait délirer, qui sont très spéciales parce qu'elles ne rendent pas dépendants et qu'elles font vivre des moments qui sont très éprouvants. Alors, donc, il y a 70 ans, je crois, à peu près, des gens très sérieux en France, parmi les psychiatres, ont essayé ces drogues-là pour essayer de vivre cette expérience. Et donc à l'époque, ça a servi à ça. Et ça revient là, dans le champ de la psychiatrie, comme étant peut-être le prochain type de traitement qui va arriver, mais qui n'arrive pas du tout dans le champ des psychoses. C'est tout le contraire. J'imagine que les psychoses vont être plutôt une contre-indication à l'usage de ce type de psychotrope, parce que ça risque au contraire de produire des décompensations.
Mais dans le champ de la dépression et peut-être de certains traumatismes, de certains troubles anxieux, l'usage de psychédéliques semblerait montrer dans certains pays, et ça commence à arriver, il y a une équipe en France à ma connaissance qui travaille pas mal sur la question, l'usage des psychédéliques. Alors, ça n'a pas rien à voir avec la question des psychoses, même si, comme je vous disais, je pense que ces traitements-là ne sont pas du tout des traitements pour les psychoses, mais par contre, on voit bien comment il y a là une circulation encore, puisque c'est finalement des traitements qui produisent des psychoses de façon expérimentale et qui vont traiter d'autres problèmes en créant une psychose expérimentale. Et où on voit bien comment, dans l'existence, on va cheminer entre différentes rencontres possibles, et que dans ces différentes rencontres, on va traiter différentes problématiques d'ordre psychotique et d'ordre pas psychotique. Alors, après, je ne recommande pas du tout à qui que ce soit ayant un diagnostic vaguement approchant de la psychose d'essayer dans son coin de prendre des psychédéliques pour voir ce que ça fait. Ça risque de très mal se passer. Mais c'est un conseil. Oui, de toute façon, ça c'était déconseillé. Il fallait faire ça avec le suivi d'un psychiatre sous un traitement, enfin avec un protocole et tout ça. Mais effectivement, c'était plus axé sur l'anxiété, la dépression et tout ça. Mais apparemment, malgré tout, ils avaient parlé de psychose et de schizophrénie. Pardon. Donc après à voir. Merci. Puis dans l'histoire du mouvement psychédélique, mais au niveau musical, il n'y avait pas un musicien qui est tombé malade à cause des psychédéliques, non? Je me souviens, en Pink Floyd ou je sais pas quoi. Il y en a plus d'un. Hein. Plus d'un musicien, oui. Moi j'aime bien les champignons, mais juste les manger. Oui, il y a eu plusieurs décompensations produites par des psychédéliques. Après, savoir est-ce que la psychose en question se serait décompensée s'il n'y avait pas eu les psychédéliques ou pas, c'est impossible de le dire. C'est toujours une lecture rétrospective. Mais il semblerait qu'en tout cas, pour plus d'une personne, et j'ai pu en rencontrer, en tout cas parmi les patients que j'ai rencontrés, il y en a certains qui ont décompensé comme ça. Ça a démarré en prenant des psychédéliques, et puis après ça a continué vers une maladie mentale plus durable. Mais savoir dire s'il serait allé bien sans, comment ça se serait passé sans, nul ne peut le dire. Oui, en fait, de toute façon, que ce soit ce genre de thérapie avec les psychédéliques ou des médicaments, c'est comme dans l'existence, comme partout, quoi. En fait, les médicaments, un médicament n'a pas un effet généraliste sur une population. Il peut avoir un effet sur une personne, sur une autre personne également identique ou plus ou moins identique. Et je pense que c'est pareil pour les psychédéliques, quoi. Donc, il peut y avoir, comme vous dites, une décompensation et que pour quelqu'un d'autre, il n'y en aurait pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une question. Hein. Ces maladies sont considérées comme dangereuses en France. Est-ce que c'est justifié? Ou on a tendance peut-être à stigmatiser beaucoup la maladie et la mettre dans une case, et du fait que il y a plusieurs façons, plusieurs types de personnes, plusieurs symptômes pour classifier tout ça, enfin, à mon sens. Qui c'est qui dit maladie dangereuse? La société en général considère la schizophrénie comme psychose, et c'est considéré souvent comme dangereux par le cinéma, notamment dans les films. Et du coup, les personnes qui regardent les films, les téléspectateurs, considèrent que c'est une maladie dangereuse, et c'est souvent considéré comme des maladies dangereuses. De violence, d'agressivité, parfois de meurtre. Alors, faut vraiment faire attention aux jeux de fascination qui peuvent être effectués, la reprise par les médias de choses, et hop, on met le mot schizophrène, comme personne ne sait ce que ça veut dire, ça impressionne. En tout cas, il y a des chiffres, et les chiffres, ils montrent que les schizophrènes sont beaucoup plus victimes d'agressions qu'ils n'en sont auteurs. Ça, c'est les chiffres. Confondre la population
malade mental avec les populations qui sont en dehors de la loi, c'est une confusion. Elle est encore faite actuellement par les journalistes dans certains articles. Mais c'est des mots de journalistes peu informés qui cherchent à faire sensation, qui cherchent à vendre du papier et qui vendent à la ligne. Mais ça se base malheureusement sur pas grand-chose et c'est pas évident de démentir tout ça alors que la méconnaissance de ce que c'est que la maladie mentale est énorme. Que la peur provoquée par ça, comme on le vit tous, hein, on voit bien à quel point ça fait peur aux familles, ça fait peur aux entourages. Quand on voit quelqu'un qui est bizarre, bizarre qui est un des symptômes typiques de la schizophrénie, sauf que être bizarre, c'est aussi eu cette nécessité. Tu évoquais, Franck, les paroles de Lacan concernant la nécessité de la folie. On pourrait aller du côté d'un des chanteurs psychédéliques, Jim Morrison, qui parle de... Il y a People are strange, il dit. Yes. Et il parle de toute cette dimension-là, de l'étrangeté, et comment cette étrangeté va permettre la rencontre d'autres choses que d'un monde normatif. La différence est une chance également. La différence, c'est ça. Oui. Hein, il y avait un des films sur la thérapie institutionnelle là, qui s'appelait Un monde s'en fout. Je dis sur la psychothérapie institutionnelle, c'est peut-être pas si simple que ça d'ailleurs, mais en tout cas ça venait poser cette question. Comment est-ce que finalement le fait de trop mettre le couvert là-dessus empêcherait une créativité et pas du tout une violence. Oui. Le fait d'enfermer un peu plus, on constate que ça augmente la violence, d'où la montée de bouclier au moment où un président de la République en France a pu justement faire ce genre d'amalgame. Oui. Entre un passage à l'acte complètement isolé qui statistiquement est très minoritaire, mais qui était impressionnant de par la couleur que la folie peut donner à un passage à l'acte. Ça produit des amalgames assez terribles, mais qui ont permis à un ensemble de la communauté psychiatrique de se mobiliser. Oui, le danger fonctionne comme un épouvantail. À partir d'une situation, au regard de la perception qu'on a dans la société aussi sur ces questions de maladie mentale, de psychose, tout de suite, ça prend une tournure invraisemblable, avec alors évidemment tout de suite une tendance au niveau du politique à vouloir légiférer, etc. Ce qu'il faut bien reconnaître, c'est qu'il y a quand même une certaine évolution, y compris au niveau juridique. Hein, c'est-à-dire que sur la question de l'irresponsabilité pénale, par exemple, lorsque quelqu'un passe à l'acte et qu'il était à ce moment-là sous l'emprise de symptômes psychotiques, on voit bien que du côté médical, on a tendance plutôt à... Alors c'est un autre débat, hein, mais on a plutôt tendance à convoquer en quelque sorte, pour partie en tout cas, la responsabilité de l'auteur, plutôt que de mettre l'accent sur le soin. Ça, c'est un point qui est une tendance de fond ces dernières décennies, en relation avec un petit peu l'idée au niveau idéologique. Hein, c'est-à-dire comment finalement la dangerosité conduit à vouloir mettre en œuvre des mesures d'enfermement qui ne seront même pas l'asile, l'hôpital psychiatrique, mais qui seront du côté de l'incarcération, tout simplement. L'autre aspect qui est important sur la question de la dangerosité, à jamais perdre de vue, c'est que d'abord, et en particulier le patient schizophrène, est dangereux pour lui-même. Le risque, c'est quand même, dans un certain nombre de cas, malheureusement, le suicide. Dans des proportions, je ne vais pas l'indiquer en pourcentage, mais qui est vraiment pas négligeable. Et nettement supérieur à l'ensemble de la population. Voilà. Pour vous, un environnement fragilisé favorise l'apparition de cette maladie? Très certainement. Ouais. Oui, très, très certainement, et à l'inverse, on voit à quel point un environnement très protecteur, une famille extrêmement présente peut avoir une influence énorme sur l'infléchissement d'une maladie de cet ordre-là. Oui, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que diagnostiqueur et thérapeute ? Qu'est-ce qui sont pour vous les difficultés, les sortes de barrières qui vous empêcheraient de pratiquer une thérapie
améliorée en tout cas. Alors, un des grands auteurs sur les psychoses, c'est l'inventeur du mot schizophrénie. Et un des mots qui lui permettait de définir la schizophrénie, à Bleuler, c'était le mot autisme. Donc on va peut-être pas revenir sur la jeunesse de ce mot, mais en tout cas, ça c'est une des grandes difficultés. C'est à quel point est-ce que la personne qu'on essaye de rencontrer, pas forcément avec son accord, parce que le moment où il arrive, c'est pas forcément le moment le plus simple pour lui pour rencontrer, et à quel point celui-ci a envie qu'on rentre dans son monde. Rentrer dans le monde d'un autre, c'est pas évident, et rentrer dans un monde qui est aussi éloigné du mien, c'est pas forcément simple. D'accord. Et au niveau des psychoses, vous rencontrez des difficultés particulières ou non? Vous, en tant que psychologue, par exemple? C'est bien évidemment une tâche ardue. Bien sûr que c'est difficile. Alors après, c'est aussi difficile de répondre d'une façon générale. Parce que, évidemment, ça va dépendre des situations, de la relation au patient, le patient lui-même, comment on arrive à créer quelque chose avec lui, de l'ordre de ce lien dont j'ai parlé précédemment, à savoir quelque chose de l'ordre d'une relation de confiance, qu'on peut qualifier de transfert. C'est vraiment au cas par cas. Donc c'est un peu dans chaque situation, la difficulté est différente. Voilà. Ce qui m'apparaît par contre essentiel pour pouvoir établir simplement le lien. Alors ça revient un petit peu à des questions d'histoire, ça revient un petit peu à ce que tu disais tout de suite Adrien, mais c'est finalement qu'est-ce qu'on tente d'établir avec notre patient? Une relation d'un autre à l'autre? Oui, êtes-vous suffisamment préparé pendant vos études? Non. Non ? Bien sûr que non. Personne. Ça se construit avec nos études, nos acquis, ce que l'on continue à acquérir comme compétences par le travail et par l'expérience. Alors juste pour terminer, c'est la question aussi de comment on accède à cet autre. On peut reprendre un peu l'histoire, c'est une référence un peu l'histoire. Je trouve toujours que c'est bien de repartir de là. Pinel invente un traitement qui s'appelle le traitement moral. C'est vraiment une ouverture, une révolution dans notre culture, en Occident. L'idée, c'est de pouvoir s'adresser au patient, quelle que soit sa pathologie mentale, à partir de l'idée que dans son moi, il y a une partie avec laquelle on peut véritablement communiquer. Alors ça s'appelle, en psychiatrie, on pourrait parler c'est le fait que tout délire est plus ou moins en secteur. C'est-à-dire qu'il y a une partie du moi avec laquelle on peut communiquer avec le sujet. Et cette idée-là, c'est le support pour pouvoir communiquer, établir une relation de confiance. Après, il y a cet autre aspect qui sera effectivement de pouvoir plus entrer dans ce que le sujet tente d'élaborer, comme je l'ai évoqué précédemment, notamment dans ses symptômes, dans son délire, dans ses troubles, et essayer de repérer les choses, comment ça fonctionne, comment le sujet a tenté de donner une réponse à une question existentielle au travers de la production de son propre symptôme. Tout ça, c'est au cas par cas. Donc, bien sûr, c'est une tâche ardue, mais j'ai envie de dire, c'est à construire au cas par cas. D'accord, merci. Moi, la difficulté, c'est peut-être de rencontrer des personnes qui, à un moment, sont en déséquilibre dans leur vie. Et, vous, en tant qu'infirmière? Oui, et d'essayer de travailler en confiance, enfin, de se rencontrer. Et ça, ça met du temps. Enfin, oui, c'est un travail de longue haleine. Oui, ça peut être un travail de longue haleine ou parfois ça va plus vite, mais il faut essayer de trouver... Et vous êtes suffisamment préparée, vous, en tant qu'infirmière, lors de vos études? Non plus. Non, après on travaille en équipe aussi. Enfin, l'équipe est importante. Oui, merci. Et donc, j'avais une autre question. Quel est le pourcentage de maladies et de guérisons au niveau statistique? Malades. Quel est le pourcentage de malades et de guérisons? Sur la population générale? Oui, au niveau de la population française, oui. Je sais pas, pour les schizophrénies, on dit 1%, 0,5 à 1%, je sais pas, c'est les chiffres que j'ai, moi, je sais pas si tu en as d'autres. Après, c'est au sens le plus réducteur du terme, schizophrénie, des gens vraiment pris en charge. Pour le reste, je sais pas comment répondre à cette question. Guérison. La guérison, vous pouvez la calculer, vous pouvez avoir un pourcentage au niveau des guérisons?
Ouais, enfin moi je me suis déjà un petit peu prononcé sur la question de la guérison avec quelques précautions et recul. Je dis simplement, moi, je ne vais pas quantifier. Je dis par rapport à la question qui m'a été posée, j'ai mis toutes mes réserves sur la notion de guérison. Je dis simplement que bien sûr qu'il est tout à fait possible d'aller beaucoup mieux, de se stabiliser, de trouver un équilibre, même si on est passé par une pathologie psychotique. D'accord ? Oui. Mais dans quelle proportion, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner des chiffres comme ça, parce que ça serait vraiment... Et il y a le travail du psychiatre et le travail du psychologue. Est-ce que c'est complémentaire ? Est-ce que ça peut être dissocié au niveau de la psychose ? Ou qu'est-ce donc ? C'est complémentaire, le travail que vous effectuez ? Alors, il y a quelque chose de complémentaire forcément. Il y a quelque chose qui doit être très très en lien. On a bien démontré que le fait de ne pas être en lien, ça rend les gens malades. De soigner à plusieurs quelqu'un sans être en lien, c'est plus mauvais que de soigner à moins nombreux. Après, il y a la dimension des médicaments qui est d'un des deux côtés et pas de l'autre. Un rapport comme ça à la prescription, y compris à la prescription d'hospitalisation. Mais oui, c'est très complémentaire parce que un des gros avantages qu'ont les psychologues sur les psychiatres, c'est de justement ne pas être pris dans cette question-là. Et où, par conséquent, pour un certain nombre de personnes, je parlais de la difficulté à rentrer dans le monde, pour un certain nombre de personnes, le fait qu'il n'y ait pas ces enjeux-là, ça peut aider à se poser moins de questions quant à ce qu'on a le droit de dire. Est-ce que la définition du mot psychose a évolué, a changé dans le dictionnaire ? Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition du dictionnaire commun qu'on a sur Internet, par exemple, que regardent les personnes, à savoir si ça correspond à ce que vous pensez, à ce qui se passe au niveau des psychoses ? Ou c'est restrictif ? Le signifié, c'est l'usage, disent Deleuze et Guattari. Bon. On fait avec ce qui circule. On est bien obligé de faire avec ce que veut dire ce mot, mais c'est vrai que c'est un mot qui est très très difficile dans ses contours. Initialement, il y a la question de la perte du contact vital avec la réalité, le fait d'avoir l'impression que le sujet n'est plus reconnaissable par ceux qui l'entourent, des choses comme ça, qui se racontent au XIXe siècle autour de ce mot. J'évoquais l'opposition à névrose qui avait un tout autre sens à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Ça doit énormément dépendre des endroits. Les définitions qu'on trouve sur Internet, alors je les connais pas, mais j'imagine qu'elles doivent beaucoup ressembler aux définitions du 19e siècle, dans le fond. Hein. Et voire être encore un peu plus pauvre que ça. Bon, c'est presque devenu synonyme de maladie mentale, dans un sens. Donc... c'est vrai qu'on est quelques-uns ici à travailler avec la psychanalyse, donc avec des outils de distinction qui nous semblent plus précis et qui nous aident à penser certaines choses, mais après on est bien obligé de faire avec la manière dont chacun emploie les mots. Oui, et vous ne pensez pas que vous avez un travail à faire au niveau des médias pour informer le public au niveau de ces définitions, pour pouvoir améliorer la communication et la véracité de ce terme ? Oui, c'est ce qu'on est en train de faire, oui, mais au niveau média, au niveau national, à vrai dire, au niveau des chaînes télévisuelles, peut-être... Merci Alexandre, parce que c'est bien effectivement ce qu'on est en train de faire, et parce qu'au final c'est difficile là de prendre une posture comme ça pour aller plaider un discours en général. Peut-être, au travers de quoi ? Au travers finalement de choses qui peuvent être faites en termes d'ouverture de la psychiatrie sur la cité. Oui. Voilà. Je pense que c'est ça qui est important. C'est pas tant finalement d'aller militer, c'est d'aller s'ouvrir
s'ouvrir sur le d'informer. monde et sur la société. Oui. Ça va être ce qu'on fait à l'extérieur de l'hôpital, ça va être le colloque, le collectif, les échanges, etc. Avec des soignants et des soignés. On fait ce travail-là, et en particulier dans ce service, vous faites ce travail-là d'une certaine façon. Mais je crois aussi que, pour ma part, comme je le disais au départ, on ne peut pas avoir une seule définition. Donc celle-là, ça va, elle fait partie du discours ambiant, comme ça, général, psychose. Mais pour ma part, j'ai évoqué 3 dimensions. Je pense que ces 3 dimensions-là me sont indispensables pour exercer. Et je pense que ces 3 dimensions-là sont indispensables pour qu'on puisse exercer même ensemble dans un service avec nos patients. Sensibiliser à cet aspect qui est du côté de la clinique, de la psychopathologie, du côté plus d'une dimension existentielle sur la question de ce trouble. Et puis, toujours comme je l'ai dit tout à l'heure, la question du au cas par cas, chaque personne, chaque sujet souffrant. Au-delà de la notion de psychose. D'accord, merci. Maintenant, on va peut-être passer à des questions au public. Si le Oui, public, des témoignages. ou des du public, témoignés. tout à Ou fait, témoigner. Thierry. Si vous avez des questions publiques à poser à nos invités. Quelqu'un tient un témoignage? Et est-ce qu'on peut dire que la psychologie, la psychanalyse, la psychologie, enfin la psychiatrie institutionnelle permet de guérir, enfin est complémentaire dans la guérison des psychoses? Est-ce que vous pensez que ce système permet d'améliorer le processus de guérison? Les psychoses, comme les problématiques dépressives, sont des problématiques du désir. Il s'agit de trouver des espaces dans lesquels on peut désirer, c'est pas toujours facile. D'autre part, il y a aussi la question à quel point est-ce qu'on arrive à causer ensemble. Ce qui n'est pas toujours facile. On peut être dans la même équipe et puis sentir qu'il y a des moments où il y a des résistances, il y a des choses qui ne s'entendent pas. Mais où mettre ça au travail, c'est des deux côtés du coup, entre soignants et dans le rapport soignant-soigné pour créer des ouvertures à la question du désir, ce qui me semble être vraiment 2 des grands aspects de ce que c'est que la thérapie institutionnelle. C'est ce pourquoi la thérapie institutionnelle est née dans un milieu qui se vouait à soigner des psychotiques. En tant qu'il s'agissait de désaliéner l'hôpital. On peut dire que c'est une 3e voie par rapport aux entretiens, aux médicaments, et la 3e voie, ce serait donc la thérapie institutionnelle? Non, c'est plutôt un autre étage. Un autre étage. C'est plutôt un autre étage. Un des grands fondateurs, il mettait comme ça la question des médicaments. Comme moi, dans ma pensée, c'est à la fois ce qu'il y a de plus simple et à la fois c'est ce qui est mis le plus en haut, le plus en avant, le plus en la dimension psychothérapeutique, qui est, comme on le disait, absolument indissociable, parce que comment pouvoir prescrire sans rencontrer. Après, il y a la dimension groupale que mettait Toscaïès vraiment entre l'étape de la psychothérapie individuelle et de la psychothérapie institutionnelle, qui est beaucoup plus diffuse, etc., et qui permet une libre circulation, la liberté de circulation, qui est la transposition en thérapie institutionnelle de la règle de libre association de la psychanalyse. Donc, qui est nécessaire au fait de pouvoir élaborer dans le réel, parce que les psychoses, c'est des maladies du réel. C'est Capsambélis, que je citais déjà tout à l'heure, il dit que le conflit il se situe entre le moi et le réel dans les psychoses, et où il s'agit de pouvoir travailler ensemble, de créer un lien, la réalité commune, sachant que c'est pas complètement superposable au réel chez les lacaniens, mais en tout cas dans les termes de Capsambélis, on peut facilement passer comme ça d'un mot à l'autre. Et donc de travailler sur ce tissu-là ensemble, c'est tout à fait privilégié, parce que ce que j'essaye d'enseigner souvent aux internes, un des premiers trucs que je leur dis, c'est dans les psychoses, le transfert il se fait sur le réel, beaucoup plus que sur les mots. C'est pour ça que c'est tellement important que ce soit bien réfléchi, les histoires de permission, à quel moment on fait l'hospitalisation, quel mode d'hospitalisation, c'est quoi les espaces de circulation, parce que c'est tout ça aussi
l'addiction crée de des la thérapie repères, selon institutionnelle. vous? Cela crée des repères pour le patient? Pas que, c'est évidemment des repères, mais c'est aussi un objet, un objet commun autour duquel on se tourne, et c'est un objet autour duquel on se rencontre. Et elle se fait aussi autour de cet endroit-là, la rencontre. D'accord. Merci. Juste un peu prolonger la question de la psychose par rapport à la question du réel ou de la réalité. On va reprendre les choses peut-être aussi comme ça. Freud, en 1924, pose deux textes d'ailleurs, sur la perte de la réalité dans la névrose et dans la psychose. Dans un cas, il y a le névrosé. Le névrosé fait avec, tente de la contourner, se cogne à cette réalité et en souffre, mais il fait quand même un peu avec. Le psychotique fait en quelque sorte l'économie de cette réalité au prix d'en reconstruire une nouvelle, une néo-réalité. Ça s'appelle le délire. Pour aller vite, schématiquement. Je pense que, pour reprendre la question du lien à l'autre, la nécessité rétablir le lien à l'autre, c'est que je pense que la réalité, en faisant abstraction d'une autre catégorie qui est le réel, on va pas parce que ça c'est plus quelque chose de singulier, de particulier. Mais ce qui fait lien, c'est précisément la réalité. Et grâce au lien avec les autres, on se restaure avec la réalité. Ça me paraît tout à fait important. Parce que c'est une question, la réalité, tout simplement, d'un petit peu de consensus, d'un petit peu d'accord entre nous. Des compromis, des tensions parfois, mais c'est ce qui nous permet d'organiser notre monde, notre relation aux autres, et du même coup notre relation au monde. Donc, à partir de petits groupes, à partir de petits embryons de groupe, etc., on entre dans cette réalité, on y entre un peu mieux, de façon un peu plus harmonieuse, donc un peu plus pacifiée en tout cas. Donc je pense que ça c'est très important de se dire qu'il y a un lien entre cette question de la réalité et du rapport à l'autre. Merci. J'ai une question supplémentaire et un peu particulière à poser là. Je vais reprendre vite fait la définition de Google là, qui donne sur les téléphones concernant la psychose. Les troubles psychotiques qui affectent le fonctionnement du cerveau en modifiant les pensées, les croyances et les perceptions. Bon, je ne vais pas m'étendre plus loin. Alors, j'ai une question qui m'amène à une question. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, un psychotique, névrosé ou pas, j'en sais rien, peut accéder au pouvoir et prendre des décisions qui feraient que ça mettrait en jeu tout le devenir de la planète? Sans aucun problème. L'histoire l'aura démontré. Les dictateurs, par exemple? Parfois pour le pire. Les mais je ne vais pas non plus diaboliser. Mais bien évidemment que l'histoire de l'Occident, et pas seulement la nôtre, est marquée par la question de drame, d'apocalypse en lien avec la question de la psychose. Hitler, par exemple, on appelle ça un idéaliste passionné. Il n'y a pas photo. C'est indéniable. Après, il y a aussi d'autres aspects. Sur la question de la psychose et la question de la culture ou l'histoire. Je pense que la question de la mythologie, par exemple, est intimement liée à cette question aussi, cette dimension de la psychose, par exemple. Il y a un auteur schizophrène il s'appelle Antonin Artaud, qui disait dans Héliogabal, l'anarchiste couronné, il écrit un truc autour de je suis mythomane, non pas au sens où il inventerait des petites histoires, mais au sens où il se dit créateur de mythes. Cette idée qu'il y a à produire quelque chose dans son rapport au monde, sur le fond probablement d'une défaillance. Mais il lui faut inventer, construire quelque chose pour organiser. Donc on voit que, moi je disais tout à l'heure, cette question de la société, de l'histoire, de la mythologie, de la culture, de l'anthropologie, je pense que cette question de la psychose a aussi une place tout à fait essentielle et importante. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans le public? Alors on va passer la parole à Orlan pour sa synthèse et sa conclusion par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Oui, alors je vais tâcher d'être synthétique, en tout cas de reprendre un petit peu ce qui s'est dit, parce que c'était très dense. Alors on a commencé par se demander comment, par quel bout prendre ces idées. Est-ce que la psychose est une maladie ? Mais ce serait une maladie qu'on n'observe pas au microscope. Alors la psychose, ça pourrait être un mode d'être au monde, à soi, aux autres. Le sujet atteint par la psychose ne peut être réduit au concept de psychose ou à
quelque concept que ce soit. C'est la personne qui nous intéresse. Et la personne psychotique a-t-elle son âme séparée de son corps ? Avant les Lumières, avant Pinel, la folie, c'est la possession démoniaque. Avec les désaliénistes, c'est l'aliénation mentale. Peut-être, parfois, il y a nécessité de contenir le corps pour contenir la psyché. Dans l'existence, on chemine, psychotique ou pas psychotique, névrosé, pas névrosé. On peut cheminer aussi avec l'aide d'un médecin, d'un traitement, d'un thérapeute. Avec des psychédéliques, prudence. Peut-être qu'on ne chemine pas vers la guérison, mais vers un faire avec ce qu'on est. Le délire dans les psychoses, c'est un déploiement, c'est une tentative pour le sujet de trouver des solutions à ses difficultés existentielles. Mais alors, guérit-on de la schizophrénie, des psychoses ? Comment est-ce qu'on s'en sort ? Est-ce qu'on ne peut pas faire une rencontre heureuse avec sa psychose et s'y complaire ? La rencontre, en tout cas, avec un autre. La différence, c'est une chance, nous rappelle Myriam. La bizarrerie, l'étrangeté, ça nous concerne tous. Mais être bizarre, est-ce que c'est être dangereux ? Il peut y avoir une fascination dans la culture, dans les discours, pour les figures de la folie. Le patient schizophrène est souvent avant tout dangereux pour lui-même. Et comment peut-on y faire en tant que thérapeute pour entrer dans le monde de l'autre, d'un autre qui parfois se retranche dans l'autisme pour tenir l'autre à distance ? Le travail du thérapeute consiste avant tout à entrer en relation. Les questions, les difficultés, ça s'élabore, et les réponses que le sujet tente de trouver à ces difficultés, ça se repère. Et finalement, est-ce qu'on n'est vraiment jamais préparé à rencontrer l'autre ? C'est une tâche ardue, nous rappelle Franck. On y travaille incessamment. Psychiatre, psychologue, infirmière, soignant, complémentaires et surtout en lien, si on veut espérer un mieux-être pour les sujets. La définition même du mot psychose, en fait, ça dépend des endroits, ça dépend de ce que chacun entend par là. Plutôt que de chercher une définition absolue, idéale de la psychose, on travaille plutôt à une certaine ouverture de la psychiatrie sur la cité. Au-delà de la notion, il y a le cas par cas. Et qu'est-ce que peut la psychothérapie institutionnelle pour les sujets psychotiques ? Peut-être elle peut ouvrir à la rencontre, aux espaces, aux échanges, peut-être au désir. On essaye de travailler ensemble la réalité commune. Mais alors la réalité, c'est juste un petit peu de consensus avec les autres. Et on a terminé sur le fait que les questions que posent les psychoses, en fait, touchent à énormément de domaines de l'existence qui nous concernent tous. La culture, l'histoire, l'anthropologie. Voilà. Bravo. Merci Orlan, bravo. Et merci d'avoir répondu à nos questions et on vous dit à la prochaine émission qui aura lieu quand on pourra la faire. Au revoir.